Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'État de Côte d'Ivoire honore le conseiller spécial du président de la République. Jean-Alain Pierre Clément a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national pour service rendu à la nation ivoirienne. La distinction a été faite par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. Le tunnel d'Abobo a été débarrassé des déchets qui l'encombraient. L'eau de pluie qui y stagnait n'y est plus. Les agents municipaux ont circonscrit les fuites. La circulation est désormais fluide. Le ministre Amédée Kofi Kwaku et la maire d'Abobo, Kandia Camara, étaient sur le site aujourd'hui. L'entretien des infrastructures routières reste une priorité pour le gouvernement. L'option Régie Total est en cours, notamment dans les régions du Bafing et du Poro. On mise sur la qualité des travaux et le respect des délais de livraison. Le sujet est évoqué dans le dossier Eco Plus de ce 20h. La fête de Ramadan aura lieu demain. Les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd el-Fitr ce mercredi 10 avril. L'heure est aux préparatifs à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays. Nous sillonnerons quelques commerces, magasins et gares routières pour voir l'ambiance avant la fête. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. L'effort fait d'efforts, dit-on. Et l'État de Côte d'Ivoire, justement, vient d'honorer le conseiller spécial du président de la République. Jean-Alain Pierre Clément a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national pour service rendu à la nation ivoirienne. Et la distinction a été faite par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. Le reportage de Marie-Chantal Akanda. Jean-Alain Pierre Clément, conseiller spécial du président Alassane Ouattara, a été distingué. Il a reçu la prestigieuse médaille de commandeur de l'Ordre national. Cet honneur, décerné par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, met en lumière le dévouement et l'engagement de l'homme envers la Côte d'Ivoire. Sa longue carrière marquée par des contributions en tant que conseiller du chef de l'État, alors directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, a été reconnu par le président de la République, témoignant ainsi de leur lien profond. Je voudrais remercier son Excellence le président Ouattara pour m'avoir fait l'honneur de me prendre comme son conseiller. Nous avons fait un long chemin ensemble et grâce à son Excellence le président Ouattara, vous voyez les résultats aujourd'hui d'un travail sans relâche. Vous voyez que maintenant le produit national brut en termes nominal a doublé depuis 2011, a doublé en 2022 et le revenu par tête devrait doubler cette année par rapport à 2011. Donc voilà les fruits d'un travail d'équipe. Cette distinction prévue depuis le 7 août 2023 représente une juste reconnaissance des services rendus par Jean-Alain Pierre Clément à la Côte d'Ivoire et à son président. Le tunnel d'Abobo est toujours en chantier. L'eau de pluie qui stagnait n'y est plus. Les agents municipaux ont circonscrit les fuites et nettoyé l'intérieur de l'ouvrage. Et les déchets qui empêchaient le passage de l'eau ont été retirés aussi. La circulation est désormais fluide. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, et la maire d'Abobo, Kandia Camara, ont visité l'ouvrage aujourd'hui. Lancine Bakayoko. Quelques heures après l'inondation, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, et le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Camara, ont pu constater que le tunnel a été vidé de la boue qui s'y était accumulée. Les deux personnalités se sont également assurées que la forte pluie n'a pas causé d'érosion dans le béton. Sur les causes de l'inondation, Amédée Kofi Kwaku pointe du doigt l'obstruction des ouvrages de drainage par les déchets. Dans ce tunnel, ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y avait énormément d'ordures dans le système d'évacuation des eaux. Spécifiquement sur ce chantier, c'est une canalisation de 1,8 m de diamètre qui, sur près d'1 kilomètre, qui évacue les eaux qui tombent dans le tunnel.
Donc c'est enterré, ça passe sous les maisons des gens. Si on jette les ordures, ça va aller donc dans ce tuyau-là de près d'1 kilomètre. Évidemment, si ça se bouche, les eaux vont plus s'évacuer. Dans l'urgence, des mesures correctives sont mises en œuvre pour fluidifier la circulation sur le tunnel tout en garantissant la sécurité des usagers. Une réactivité saluée par le maire de la commune d'Abobo. Kandia Kamisoko Kamara en appelle au civisme et exhorte les populations à prendre conscience de leur part de responsabilité. Nous, population d'Abobo, nous devons faire preuve de civisme en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'ordures déversées ça et là, partout dans les rues, dans les caniveaux. Parce qu'avec les eaux de ruissellement, ce sont ces ordures-là qui sont entraînées jusqu'ici. Donc il faut éviter cela. Un appel d'autant pressant que toutes les causes de cette inondation du tunnel d'Abobo n'ont pas encore été clairement identifiées. Parce qu'on a constaté plusieurs tonnes de sable qui sont donc qu'on a retrouvées sur le site. Certainement, on va rechercher encore les causes. Est-ce que c'est le chantier, ce sable-là vient du chantier, ou bien c'est du sable qui est transporté par toutes les eaux de ruissellement qui arrivent. Donc on va encore faire quelques recherches. Pour protéger les usagers du tunnel et les installations souterraines, suggèrent certains spécialistes, il est essentiel de surveiller en permanence la disponibilité des stations de pompage de drainage. Ces stations de pompage devraient empêcher l'inondation du tunnel en cas d'intempérie et assurer l'évacuation des eaux d'extinction contaminées dans les situations d'urgence. Voilà, et la question de l'entretien des infrastructures routières, on en parle dans le dossier Ecoplus de ce 20h. La question reste une priorité pour le gouvernement. À juste titre d'ailleurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier multiplie les actions dans notre pays. L'option Régie Totale est donc en cours, notamment dans les régions du Bafing et du Poro. On mise sur la qualité des travaux et le respect des délais de livraison. L'entretien routier vise la durabilité de nos routes. On fait donc le décryptage dans le dossier Ecoplus réalisé par Eugène Atoubi. Ces hommes, ce sont les bras valides du village de Silasso, localité dans la région du Bafing. Depuis tôt le matin, ils sont là à la tâche, loin de leurs champs et plantations, dans un rôle d'ouvrier des travaux publics. Leur objectif, réduire la pénibilité sur cette route qui traverse le village afin d'en faciliter l'accès. La route là est trop gâtée. À cause de ça, j'ai réuni les jeunes. On n'a qu'à partir à Silako. Parce que la route là, c'est pour nous tous. Dans le prolongement de leur action, l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières en réponse au cri de cœur des populations. Des travaux d'envergure ont été effectués sur cette route qui mène à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Ces travaux portent sur le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ils auront permis de désenclaver plusieurs villages, dont Yangoro, Bemanso, Lawasso et Dioman, le chef-lieu de sous-préfecture. Aujourd'hui, ce sont les populations soulagées de ces travaux de réhabilitation des routes dans cette partie de la région du Bafing. La population de Yangoro, on est content. Quitter ici à la Touba, c'est 22 km, mais on faisait 40 km avant d'arriver à Touba. Quand tu vois la route là, toi-même là, tu es content seul. À cause de ces routes-là, tous ceux qui vont quitter dans la sous-préfecture de Dioman maintenant, ils passent ici par là à Touba. C'est parce que c'est là-bas que c'est mes cours. Joie et bonheur des populations directement et indirectement impactées par les travaux effectués par la DGIR. Grâce au parc territorial basé à Touba, les interventions des hommes de la Direction générale des infrastructures routières sont effectuées avec célérité, avec les engins disponibles et adaptés à tout type de travaux. Ces engins vont nous aider à développer la région en matière de route. Il faut dire que dans cette région, la majorité des pistes ont vraiment un taux de dégradation très avancé. Les engins stationnés au parc territorial de Touba ont également permis de mener des opérations dans la région voisine du Kabadougou, à l'exemple de l'axe Odjene-Touroni, long de 34 km. Des ouvrages de traitement des points critiques sont réalisés. Les populations des villages qui ont en partage cet axe assistent avec beaucoup de bonheur au déroulement des différentes opérations telles que les terrassements généraux,
assurée d'une livraison rapide de l'infrastructure. Jusqu'à l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières dans le Kabadougou, les axes à traiter étaient dans un état d'extrême dégradation, tel qu'il était difficile d'entrer dans les villages et d'en sortir. Une situation qui leur a longtemps causé du tort. Les ponts en béton que vous voyez aujourd'hui là, avant c'était en bois. Mais aujourd'hui, à 15 minutes, le camion est déjà arrivé à Odiné. Aujourd'hui là, sincèrement, ça va beaucoup. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, la ville bouge et séduit par son extraordinaire métamorphose. Tout n'y est pas rose pour autant. La population souffre encore du mauvais état de la voirie en certains endroits de la ville. Dans ce quartier Trois Poteaux, Bethléem, les travaux sont exécutés par la DGIR pour restaurer les ouvrages sur la principale route d'accès, hier objet des alarmes des usagers. Dans ce quartier, on avait un gros bas-fond qui a nécessité la construction d'un ouvrage depuis 2019. Malheureusement, l'ouvrage a été fait et puis il n'y avait pas de remblai d'accès. Donc la population ne pouvait pas accéder à ce quartier. Il fallait faire des détours pour arriver à accéder à ce quartier. On a gagné la route pour passer facilement. Généralement, tout le monde est content. Tout le quartier de l'Oignon est très content. Une opération similaire est menée à Mbengue, chef-lieu du département, à une 50aine de kilomètres de Korogo. La réponse de la DGIR face aux conséquences des fortes pluies qu'a connues la région. Le qu'on mette les malades sur des motos, les véhicules puissent venir nous prendre. Donc je suis satisfait et la population vraiment est satisfaite. Quand il y a des routes praticables, les localités peuvent s'ouvrir les unes aux autres pour leur développement et les populations aspirer au progrès. La Direction générale des infrastructures routières s'engage à les accompagner par le renforcement de ces parcs, grâce auxquels elle a gagné en termes de qualité des travaux et de performance. La population en témoigne et nous sommes fiers vivement que plus de moyens soient mis à la disposition de la Direction générale des infrastructures routières pour l'acquisition et l'équipement de d'autres parcs, pour le désenclavement de plusieurs villages, pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Avec l'existant en termes de parcs de matériel et d'engins de travaux publics, la Direction générale des infrastructures routières veut donner à la Côte d'Ivoire un réseau routier de qualité et digne de l'ambition de ce pays qui redore son blason sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, c'était le dossier EcoPlus réalisé pour vous par Eugène Atoubé sur l'option Régie Totale pour l'optimisation de l'entretien routier. Dans les locaux de la délégation de l'Union européenne, une étape cruciale a été franchie avec la signature officielle du projet S'investir durablement ensemble. Ce projet financé par l'Union européenne sera exécuté par la Chambre de commerce européenne, Eurocham. Et l'un des objectifs est de faciliter l'accès des marchés européens aux produits ivoiriens. C'est Forazegi. Au cours de ces dernières années, le concept de responsabilité sociale des entreprises, RSE, a gagné en importance au niveau mondial. Les entreprises reconnaissent de plus en plus l'importance de contribuer au développement durable. En Côte d'Ivoire, les efforts de promotion de la RSE ont franchi une étape importante avec le lancement officiel du projet S'investir durablement ensemble. Nous avons jugé que éveiller les consciences sur l'importance du RSE dans le développement et dans le business model des entreprises était fondamental au vu de l'évolution et la dégradation climatique générale, en particulier liée aux déchets plastiques. Et donc c'est la formation à la fois des populations, des individus, des collectivités et des entreprises, bien entendu, à cette problématique. Financée par l'Union européenne pour un total de 1,5 milliard de francs CFA, cette initiative vise à encourager une culture de pratique commerciale responsable dans le pays et à produire un impact social et environnemental positif. Nous percevons beaucoup d'opportunités ici en Côte d'Ivoire, surtout pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Et ce projet avec l'Eurocham vient pour pouvoir renforcer les connaissances et au niveau de ces secteurs des entreprises ivoiriennes pour qu'elles puissent
s'informer davantage sur les modalités d'accès au marché européen, ce qui va permettre de renforcer la croissance. Et cette croissance est censée être durable et pouvoir aussi être inclusive. Le lancement officiel du projet S'investir durablement ensemble marque une étape importante dans la promotion de la RSE. Si davantage d'entreprises optent pour les principes de la RSE et travaillent à la réalisation d'objectifs communs, la Côte d'Ivoire pourra ouvrir la voie à un avenir durable fondé sur des valeurs partagées de la responsabilité sociale. Voilà, et le commissaire européen chargé de l'environnement que vous avez vu dans ce reportage de Sephora Zegui était aussi dans une plantation de cacao dans un village d'Agboville. Le commissaire européen a été impressionné par ce qu'il a vu sur place dans le village d'Ofumpo. Il s'est réjoui de la traçabilité du cacao ivoirien et des systèmes mis en œuvre par le gouvernement pour la durabilité. On retrouve Sephora Zegui. Cette plantation de cacao de 1 hectare, située à Ofumpo dans le département d'Agboville, reçoit la visite du commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. Une visite qui intervient alors que l'ensemble du secteur fait face à un défi majeur avec l'application prochaine de la régulation européenne sur la déforestation prévue pour 2025. Les producteurs conscients de cet enjeu futur se mettent déjà aux normes. Les enfants ne viennent pas travailler avec nous. C'est nous-mêmes qui venons travailler, on s'aide, on s'entretient entre nous les jeunes. Nous produisons du cacao de bonne qualité, du cacao naturel. Que si nous venons cabosser, les cabosses nous prenons pour faire l'engrais bio. Pour améliorer la traçabilité et la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives clés ont été mises en place. Il s'agit notamment du projet de géolocalisation et de dématérialisation avec l'instauration de la carte du planteur qui porte déjà des fruits, et le Conseil Café-Cacao voit d'un bon œil cette visite de l'Union européenne. Nous expliquons à nos partenaires européens, mais il est bon qu'ils viennent sur place, voir ce qui se passe en réalité. Ils verront que les planteurs que nous sommes venus voir sont dans la dynamique de respecter la réglementation européenne. Ils sont bien formés pour ça. L'objectif du commissaire européen est de venir toucher du doigt les réalités des producteurs ivoiriens. Et le résultat est édifiant. L'Union européenne va bientôt débloquer un fonds pour accompagner les PME et PMI ivoiriennes. Nous avons été véritablement impressionnés, moi personnellement, surtout par les différents systèmes mis en place, dont le système de la carte du producteur. Cette carte qui permet d'identifier le producteur et qui n'est pas juste une carte personnelle, mais qui sert aussi à d'autres choses, puisqu'elle contient des informations sur le producteur, sur sa parcelle, la géolocalisation et autres. L'Union européenne vient aussi avec des mesures d'appui à l'endroit de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faciliter ce processus. Il y a par exemple un prêt de 50 millions d'euros qui est en cours d'approbation par la Banque européenne d'investissement et qui va aider à pouvoir renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et des différents acteurs pour pouvoir s'aligner sur la réglementation qui va être adoptée. La visite du commissaire européen à Agboville symbolise un moment charnière, soulignant l'importance de la collaboration internationale et la reconnaissance des progrès accomplis par le pays. Les représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire s'imprègnent aussi de la situation des droits de l'homme dans notre pays sur la période de novembre 2023 à fin mars 2024. Les questions de droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les violences basées sur le genre ont été entre autres évoquées. Éric Goré. Les représentants diplomatiques en Côte d'Ivoire, tout oui. Ils prennent part au briefing du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les thématiques évoquées sont entre autres les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la situation des violences basées sur le genre, l'accès à l'électricité, à l'eau potable et l'accès à l'éducation et à la santé. Nabisata Sangaré montre dans tous les détails ce qui est fait et ce qui reste à faire pour garantir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un travail acharné et dynamique. Nous sommes revenus sur la grâce présidentielle qui pour nous vise à renforcer la paix dans notre pays. Ça a été une
actions salutaires du président de la République. Nous les avons briefés également sur l'opération de déguerpissement en cours. Nous les avons briefés sur des enquêtes que nous menons sur le terrain, notamment le déficit d'enseignants dans nos établissements scolaires. Le briefing satisfait le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays phare en matière de respect des droits de l'homme et de développement des droits de l'homme. Les actions faites par le Conseil national des droits de l'homme fait des avancées significatives. Nous avons eu un briefing par la Commission nationale des droits de l'homme au sujet des progrès de la Côte d'Ivoire ces derniers mois. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment la Côte d'Ivoire progresse et c'est important de marquer les avancées, particulièrement parce que tant la Côte d'Ivoire que la Belgique siègent actuellement au Conseil des droits de l'homme actuellement à Genève. Donc le Canada sera là pour continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans ce travail, dans cette trajectoire ascendante où ensemble on va aider à servir les droits de toutes les populations. C'est une tradition pour le Conseil national des droits de l'homme de mettre le corps diplomatique, la société civile, les partis politiques au même niveau d'information et surtout à œuvrer pour des avancées dans tous les domaines en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, communiqué en rapport avec la fête de Ramadan. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 10 avril 2024, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, communiqué signé du ministre Adama Kamara. Voilà, la fête de Ramadan aura lieu demain. Les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd el-Fitr ce mercredi 10 avril. L'heure est donc au préparatif à Abidjan et tout comme à l'intérieur du pays. Nous sillonnerons donc quelques commerces, magasins et gares routières pour voir l'ambiance avant la fête avec nos reporters Ismaël Deo et David Soyo. Après l'annonce officielle du COSIM déclarant la fête de l'Aïd el-Fitr pour ce mercredi 10 avril, la communauté musulmane s'apprête pour les festivités. Au marché Gourou, dans la commune d'Adjamé, on pense déjà au menu à concocter. Je vais faire tchèp. Je suis venu acheter carottes, choux, djé, tout ça là. Au menu, il y a plusieurs. Il y a tchèp, il y a couscous, il y a foutou. Il me manque de la tomate, des feuilles d'oignon avec la persil, ail, tout ça là. Chez les commerçants, les produits s'écoulent à petits pas. La faute à une anticipation des clients nombreux entrevoyait la fête pour ce mardi. On dit demain là c'est fête, mais on sait ailleurs là c'est chaud d'abord. Voilà. Ailleurs là. On est venu, parce que aujourd'hui là c'est la fête, parce qu'ils sont venus marcher hier. On ne se plaint pas. Ça va. Oui. Ça va, les clients viennent. Les clients viennent. C'est la fête. Plus loin, il est question d'esthétique. Coiffure, manucure et pédicure, bref, tout pour être parfaitement bien mis. Il est gêné pour demander pardon à Dieu. Donc il ne peut pas porter mèche. Donc il a décidé de me tresser simple. On est un peu chargé en fait. Parce que pour le moment là, c'est chaud. Tout le monde veut faire vite pour quitter là pour aller faire leurs courses. Et je suis là aujourd'hui, venir me maquiller au fait pour placer les faux signes, tout. Et puis j'attends, si elle est finie de se tresser, moi je vais m'asseoir, puis elle va faire pour moi aussi. La fête de Ramadan, c'est aussi l'explosion de belles couleurs et de belles tenues. Les maîtres du tissu constituent donc un maillon essentiel dans la commune de Trècheville, des couturiers quelque peu décontenancés, guettant l'afflux de clientèle. En ce moment, on est en train de ranger ce qui reste des habits, quoi. Voilà, les habits qu'on doit livrer. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'arranger, de collecter, parce que d'ici 18h, bon, tous les clients vont passer pour récupérer leur tenue, quoi. Bon, c'est vrai qu'il m'a un peu doublé, mais bon, finalement, heureusement que la fête, c'était pas hier. Donc là, ça va. Pour certains, les faux rendez-vous ne sont pas d'actualité cette année. On a fini tous les rendez-vous hier. On a tout livré. C'est un peu seulement qui reste qu'on est en train de terminer aujourd'hui. Généralement, quand tu pars en state, tu n'arrives pas à finir. Donc j'ai pris un homme que je peux respecter les rendez-vous. Effectivement, j'ai pu finir à temps. Et maintenant, j'attends que les clients viennent récupérer les habits. À moins de 24 heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr, tout semble aller bon train et à son rythme. La gastronomie et le vestimentaire sont bien au rendez-vous.
Voilà, et rendez-vous donc demain pour la fête de Ramadan. Reportage commenté pour vous par Franck Kouadio, qui dit Ramadan, dit mois de jeûne, mais aussi de partage. Lassina Ouattara, député maire de Korogo, était justement aux côtés des populations du district des Savanes dans le cadre de la caravane Ramadan, et il a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres, comme nous le rapporte Ami Sissoko. Le député maire de Korogo, Lassina Ouattara, sacrifie à sa traditionnelle remise de dons de vivres et non-vivres accompagnés de numéraires dans le district des Savanes. Si l'homme est connu des populations pour sa générosité, il l'est davantage pendant le mois de Ramadan. Le ton est donné à Korogo avec le don des imams et mieuxets, dont essentiellement composés de riz, sucre, lait et de numéraires. Ils ont aussi reçu plusieurs exemplaires de Coran. Ça aide beaucoup. Même si tu en as, ça aide. Nous, on n'a rien à dire encore. Il faut qu'on prie Dieu pour Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, notre honorable qui est l'ASPR. De Korogo à Sinématiali, en passant par plusieurs localités, chefs de village et de quartier, sages, dozo, familles vulnérables, associations féminines et partis politiques, outre les vivres, reçoivent des bonbons de gaz et des foyers améliorés. Mais tout a traduit l'amour qu'il a pour sa population. Il a l'écoute de la population. Tous azimuts. Quand il y a un Ramadan, quand il y a les fêtes, à tout moment on reçoit les dons. Donc on tenait à dire vraiment merci beaucoup au président de la République et aux élus de Korogo. Chefs de service, enseignants, agents et conseillers municipaux, tous ont bénéficié de la générosité du député maire de Korogo et conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce qui est remarquable, ce n'est pas tant le geste lui-même, mais c'est tout le cœur avec lequel il fait ses dons. Toujours dans la même dynamique, la caravane de solidarité de Lassina Ouattara de l'ASPS s'est poursuivie dans le Tchologo. De Ferke à Kong en passant par Kumbala et Djewalaka, les mains chargés de vivre, il avait rendez-vous avec les populations. Ils prennent tout le monde même chose, comme Nyarafolo, Palaga, Nafara, Tchebara. Ils font ton don partout, parfaitement. Vraiment, monsieur le maire, merci beaucoup. Nous avons toujours des vivres et des non-vivres. Donc on tient à le remercier infiniment de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Pour le donateur, cette caravane a été rendue possible grâce au soutien du chef de l'État Alassane Ouattara en vue d'aider chaque année les populations à célébrer le Ramadan dans de meilleures conditions. Merci à son Excellence Alassane Ouattara d'avoir mis à nos dispositions tous ces dons pour que la population puisse fêter. Vous voyez, tous ces pagnes qui sont là, c'est la maman Dominique Ouattara qui a donné tous ces pagnes à nos mamans. Et que Dieu donne longue vie au président de la République et longue vie à sa famille et bonne fête à toute la population de Korogo. Ce sont plus de 250 tonnes de vivres et 16 millions de francs CFA qui ont été distribués aux populations par l'honorable Lassina Ouattara au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà, et les veuves n'ont pas été du tout oubliées en ce mois de Ramadan. L'initiative est de l'ONG Solidarité qui comptabilise maintenant 17 ans d'existence. La 18e édition de remise de vivres donc aux populations défavorisées est rapportée par Mama Traoré. Dans la foi et la méditation, ces dames, 50 au total, toutes des veuves, prient pour l'ONG Solidarité et Vie, celle qui les soulage chaque année en période de jeûne musulman, de l'angoisse de la subsistance. Grâce à l'aide des personnes de bonne volonté, cette action de solidarité en est à sa 18e édition. On est remercié. On prie Dieu qu'Allah met la barre dans tout ce qu'il fait. À cause du mois béni de Ramadan, qu'Allah les en récompense. Après le décès de leur mari, elles ont tous les 1000 problèmes de s'en sortir. J'ai pensé à ces veuves-là, comment les venir en aide. Surtout les veuves, mais ainsi que les enfants. Et décider de lutter contre ce fléau pour que notre vie soit vraiment une vie saine, Inch'Allah. Surtout, lutter contre la mendicité et la pauvreté, Inch'Allah. Avant la commune d'Abobo, cette caravane de solidarité a également sillonné des villes de l'intérieur du pays telles que Odiéné, Lakota, Oumé et Diegonefla. Voilà, la solidarité, la charité se solidifient dans notre pays et c'est tant mieux. Justement, c'est la fin du Ramadan, mois de jeûne, de partage, un moment qui a été marqué, vous l'avez vu, par des ruptures collectives de jeûne, mais aussi par la nuit du destin observée par les musulmans. C'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. C'est par ce geste que le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, lance la 16e édition de la rupture de jeûne au volant.
Ce moment de partage et de retrouvailles entre acteurs du transport a eu pour cadre le nouveau rond-point de Ndotré dans la commune d'Abobo. Le bilan est positif. Quand vous commencez une activité, 1 an, 2 ans, ça ne va pas vous aller arrêter. Si vous voyez qu'on a perduré, on a commencé avec une trentaine de sachets qu'on donnait chaque année. Et aujourd'hui, on est à 1000 sachets qu'on arrive à trouver grâce à Dieu. Cette cérémonie fut placée sous l'autorité spirituelle du COSIM. Des bénédictions pour les transporteurs, les autorités policières, administratives et politiques ont été faites. Benjeville, parking de la Sikoji, célébration de la nuit de la destinée, nuit du cadre. Les fidèles musulmans ont nombreux effectué le déplacement pour écouter les prêches sur l'importance et la valeur de cette nuit du destin qui équivaut à 83 ans d'adoration. La commémoration de Laylatul Qadr à Benjeville a été marquée par une conférence prononcée par l'imam El Hadj Cheikh Ahmed Sissé qui a demandé aux fidèles musulmans de persévérer dans les prières. Le conférencier a également fait des bénédictions pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans la nuit d'Al-Qadr, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Gabriel. Nuit de paix et de miséricorde. C'est autour de ce thème qu'a été célébrée la nuit du destin par la communauté musulmane de la Marine nationale d'Abidjan. La nuit du destin, c'est une nuit qui est très importante pour tous les musulmans. Merci aux frères musulmans de la Marine nationale pour leur présence massive pour cette cérémonie. L'imam Konaté Nouhoum, aumônier militaire de la Marine nationale, officiant la cérémonie, a indiqué que les anges descendent sur terre cette nuit-là. Et il est donc recommandé de multiplier les actes de dévotion qui sont entre autres la prière, la récitation du Coran, l'aumône, les bénédictions et la méditation. Voilà, c'était quelques échos des ruptures collectives et de la nuit du destin avec nos reporters à la rédaction de RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a fait don de véhicules à l'imam de la mosquée centrale d'Odiéné et un don qui a été fait en présence du président du COSIM, comme nous le rapporte Michel Digré. Un véhicule neuf de type 4x4 offert à l'imam de la mosquée centrale d'Odiéné. C'est un don du président de l'Assemblée nationale. Le ministre Adama Kamara, au nom des populations, a traduit à Adama Bictogo la gratitude de la communauté musulmane d'Odiéné. Je voudrais très sincèrement remercier son Excellence El Hadj Adama Bictogo pour ce acte de foi de haute portée spirituelle en faveur du COSIM. Adama Bictogo a donné le sens de l'action qu'il pose. Au-delà de l'acte symbolique qui vient donc régler le problème de mobilité de l'Union centrale, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est d'abord la fraternité. Ce qui nous réunit ici ce soir, c'est d'abord le partage. Mais ce qui nous réunit, et qui doit demeurer en nous, et qui est le début de tout, c'est l'humilité. L'humilité est la conseillère de tout ce que nous entreprenons. Le président du Conseil supérieur des imams, Ousmane Diakité, a pour sa part invité les cadres de la région à s'unir pour relever tous les défis de développement de la localité. Voilà, je rappelle donc que la fête de Ramadan aura lieu demain, mercredi 10 avril. Je vous conduis maintenant dans le district autonome du Bassa-Sandra pour nous imprégner des résultats de l'enquête sur les axes de développement de ce district. Ces résultats sont connus, nous dit Davis Oyo. Faire du district autonome du Bassa-Sandra un hub économique qui compte en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'enquête menée durant près de 2 ans par la chaire UNESCO, Anticipation prospective et territoire durable. Les résultats de cette étude ont porté sur 3 axes, le livre blanc, le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire et le guide des atouts et potentiels économiques du district. Pour le livre blanc, il faut retenir que les populations du district autonome du Bassa-Sandra aspirent à avoir des infrastructures routières de meilleure qualité. Le deuxième élément au niveau du guide, c'est de consolider quand même les bases industrielles, agro-industrielles effectivement du district. Et puis valoriser davantage le potentiel touristique
du district autonome. Les résultats finaux de l'enquête contenus dans des rapports d'une centaine de pages sont remis au ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Nous avons notre orientation, le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre nos objectifs. Nous avons dégagé des projets qui, ma foi, répondent aux besoins du district. Le livre blanc, dans lequel se trouvent tous les besoins des populations. Nous sommes fiers de les avoir pour commencer à véritablement bien travailler. Ces documents seront soumis au Premier ministre pour validation et ensuite serviront de boussole pour la mise en œuvre de la politique de développement du district autonome du Bassa-Sandra. Ce district regroupe les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Et on va clore ce journal par le Sénégal où le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko, nommé le mardi 2 avril dernier, a officiellement pris fonction. Son prédécesseur, Sidiki Kaba, lui a passé la main au cours d'une sobre cérémonie de passation du service. Les deux hommes se sont souhaités bonne chance pour la suite. Voilà la fin de ce 20h. Ne décrochez surtout pas, car juste après ce journal, la direction des magazines d'information vous propose votre émission. RTI 1 reçoit et Hamza Diaby reçoit donc le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, un numéro consacré essentiellement au mécanisme de fixation du prix du cacao et à la transformation des produits agricoles. Passez une très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous dis à demain 20h.